Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à ITV. Il existe aussi des poissons volants, mais ce sont les moins nombreux. Ce que l'on connaît le mieux risque de manquer sur les étals et dans le repas à midi. Il s'avère que les mareyeurs du Sénégal ont le vague à l'âme. Voici la colonne vertébrale du journal. Les marchés aux poissons et les quais de pêche sont d'habitude fort bigarrés, mais il semble y prévaloir aujourd'hui une ambiance bizarre du fait de la grève des mareyeurs qui demandent que l'État enraye les taxes onéreuses imposées au niveau des points de pesage qui sont chargés de contrôler la surcharge à l'essieu des camions frigorifiques. Les enseignants de la FASTEF section SAIES sont également mécontents. Ils ont arrêté les cours qu'ils dispensent lors d'un plan de débrayage aujourd'hui. Ces enseignants disent à qui veut les entendre souffrir d'une forme de condescendance venant de la tutelle. L'ITIE annonce une contribution consistante de plus de 120 milliards de nos francs au budget national. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a présenté son rapport à Thiès, la région qui demeure le pivot dans le dispositif des mines au Sénégal. Remue-ménage en Russie où le président Poutine a annoncé une réforme de la Constitution. Un nouveau Premier ministre a été désigné après la démission, limogeage de Dimitri Medvedev, l'ami fidèle qui va désormais occuper le poste de vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Le développement des titres dans un instant. En bref, au début de ce journal, la DESCOS est passée à l'acte. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a procédé à la démolition d'une partie de la discothèque dénommée Yongoulen, sise à Nord-Foire, ainsi que plusieurs autres constructions anarchiques érigées sur l'emprise de la voie de dégagement numéro 3. La DESCOS n'est pas venue aujourd'hui ex nihilo. Elle avait notamment adressé des sommations aux propriétaires de la dite boîte et aux habitants qui sont mis en cause. La vague de colère des mareyeurs du Sénégal éclabousse la chaîne de valeur poisson. Ils ont entamé aujourd'hui un arrêt de travail de 3 jours. Ils s'indignent notamment des tarifs onéreux appliqués au niveau des pesages pour contrôler la charge à l'essieu, qui est une directive de l'UMOA visant à protéger nos routes. La grève commence à chiffonner les pêcheurs qui pourraient faire moins de chiffres et au-delà de l'écume des vagues. Nous sommes allés voir notamment au quai de pêche de Soumbédioum comment est-ce qu'on vit là-bas la situation. Voici le sujet de Ndeye Mariam Niass. La grève de 72 heures des mareyeurs a débuté ce matin. Ses impacts se font déjà sentir sur le marché. Ici, au quai de pêche de Soumbédioune, les étals sont quasi vides. Les vendeurs se font désirer. Pour les motifs, les mareyeurs dénoncent la cherté des taxes et menacent de franchir un autre palier dans la lutte si le gouvernement ne réagit pas. Ce sont les taxes qui nous fatiguent. Pour transporter le poisson, les taxes fixées pour les camions sont chères. Si on ne nous allège pas les conditions, nous risquons de périr. Si rien n'est fait, eh bien on refait la grève. Les pêcheurs, quant à eux, ont déploré la situation qui risque de leur porter préjudice. On ressent les conséquences de la grève car c'est une chaîne entre le pêcheur, le mareyeur et celui qui exporte le poisson.
Si le marailleur est en grève, on est contraint de donner à perte notre marchandise aux femmes qui revendent aux ménagères. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, car les revendeurs, tout comme les ménagères, ont le sentiment d'en profiter. Voilà, Ndeye Marième Gueye s'est promené ce matin à Soumbédioune comme un poisson dans l'eau. L'argent, mauvais maître, mais bon serviteur, c'est ce que réclame en tout cas l'argent la section FASTEF du SAES qui s'est cru obligé de débrayer ce jour dès 9 h du matin. Les enseignants sont courroucés par ce qu'ils appellent la désinvolture de la tutelle. Plus de précisions avec le secrétaire général de la section SAES du FASTEF. Il est au micro de Mamadou Bipa Sissoko. La section SAES de la coordination de Dakar constate malheureusement et amèrement le non-paiement des sommes dues relatives à la formation à distance 2018-2019 des enseignants contractuels vacataires du ministère de l'Éducation. La section dénonce, oui, il s'agit de dénoncer réellement, l'attitude des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation depuis Mary Teuw Niane, qui manifeste une négligence par rapport à la formation et à la promotion des enseignants du moyen secondaire. En effet, avec l'arrivée du ministre Cheikh Omar Anne, nous avions espéré qu'une solution sera trouvée définitivement. Rappelons que cette formation déroulée au niveau de la FASTEF concerne plus de 900 enseignants. Plus de 900 enseignants qui sont sur le terrain. La section FASTEF-SAES lance un avertissement par un débrayage ce mercredi 15 décembre à 9 h. Il y a arrêt des enseignements et des charges administratives et de recherche. Et on signale à ce stade du journal les affrontements entre policiers et forces de l'ordre ce matin à l'université de Bambey. Il y a 3 policiers qui ont été blessés et qui ont été de suite évacués au centre de santé de Bambey. Les étudiants de Bambey, notamment, compte tenu de réclamer de meilleures conditions d'études et de vie. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales souffle le chaud et le froid et il a bien accueilli l'engagement de l'État à accélérer le projet d'implémentation de la fonction publique locale. D'autre part, les syndicalistes assurent qu'ils ne retranchent rien à leur plan d'action revendicative. Toutes ces considérations ont été délivrées ce matin au cours d'une conférence de presse. Le président de l'intersyndicale s'est notamment prononcé au micro de Alioune Gueye. On va l'écouter. Depuis le dépôt du préavis, les choses ont heureusement bougé. Elles ont bougé dans le sens où le gouvernement a convoqué, le ministère des collectivités territoriales a convoqué le Conseil supérieur de la fonction publique locale. Parce que nous avions un problème. On avait un décret qu'on attendait depuis des années, plus de 8 ans, le décret sur les organigrammes types. Et ce décret était fondamental parce que ça fait partie du décret d'application de la loi 2011 consacrant la fonction publique territoriale. Le préavis que nous avons déposé est maintenu, parce que la validité du préavis, c'est 6 mois. Mais compte tenu de l'évolution des choses, où nous devons nous-mêmes aller sur le terrain faire les constats, nous avons dit que le moment d'humeur va être différé jusqu'à notre retour de la tournée pour voir concrètement qu'est-ce qui a été fait sur le terrain et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Voilà, les noirs fumés de Sidi Ndiaye et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives voient la vie, elle, avec les yeux tout ronds et décèle un certain alignement des planètes. Sa présidente, Eva-Marie Kolsek, avance que la production minière a contribué à hauteur de 122 milliards dans le renflouement des caisses de l'État. La région de Thiès a tiré fortement les actifs vers le haut compte tenu
de sa place principale dans les industries minières au Sénégal. La société civile, sans faire les rabat-joie, voudrait voir plus de ruissellement au profit de la population locale. L'ITIE a présenté aujourd'hui son rapport. Isidore Alexandre Sen. Le rapport 2018 de l'ITIE fait état de 122 milliards de francs CFA générés par le secteur extractif qui contribue à rehausser le budget du Sénégal. Au plan national, nous avons comme recette environ 122 milliards de francs CFA qui ont été captés par le ministère des Finances, donc par le budget national pour tout le pays. Nous savons aussi que chaque région a apporté sa contribution et que la région de Thiès est la région qui a apporté le plus, près de 60%. Plutôt 60 milliards viennent de la région de Thiès. Il y a 4,6% qui vient dans le budget national, qui vient des industries extractives. Donc, il faut se rendre compte que ce n'est pas encore assez. La norme ITIE intègre aujourd'hui de nouvelles donnes et la société civile insiste sur la célérité dans la publication des informations au bénéfice des citoyens. Les conventions minières signées sous le régime du Code de 2016, qu'elles soient publiées. Pour des raisons d'équité, de justice sociale, que ces fonds de péréquation soient libérés au profit de ces collectivités territoriales. Avec les recettes issues des industries extractives, les collectivités locales devraient avoir une meilleure santé financière, rappelle la présidente de l'ITIE. Les ressources appartiennent au peuple. Et ces ressources, si elles appartiennent au peuple, il faut que le peuple aussi le ressente. Et c'est à travers ce genre de dialogue que nous pourrons faire de nouvelles réformes, que nous pourrons appliquer les réformes et les codes qui existent et que nous pourrons parler sur une base beaucoup plus claire. Thiès, première région minière du Sénégal avec 59 milliards de francs CFA pour l'année 2018, c'est du moins ce qui est issu de l'atelier régional de dissémination du rapport. Le projet Promoville voit également midi à sa porte et s'autoglorifie de son action sur le terrain. À l'issue d'une séance de formation dans les salons feutrés de Salut Portudal, il a été relevé que 160 km de voiries sont en cours de construction. Déjà, plus de la moitié a été réalisée. L'atelier a été ouvert à l'intention des collectivités territoriales. La coordinatrice du projet a exprimé toute sa satisfaction au micro de notre correspondant là-bas sur la station balnéaire. Il s'agit de Alunkan. On va écouter la dame. Alors, au terme de 3 ans d'exécution, nous avons environ 75 km de voiries qui sont déjà réceptionnés avec l'éclairage public et les aménagements paysagers. Nous avons environ 160 km qui sont en cours d'exécution. Le programme, globalement, est à hauteur de 280 milliards. Nous avons mobilisé des financements avec des partenaires financiers que sont la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. D'autres bailleurs sont en discussion avec le gouvernement du Sénégal pour pouvoir également apporter leur contribution à l'exécution de ce programme-là qui apporte beaucoup de choses aux populations urbaines. Dans le monde de l'éducation, on y revient, l'école inclusive intitulée Demain ensemble et qui a été portée sur les fonds baptismaux en 2010 étrenne ses nouveaux locaux à Saly Portudal. L'établissement accueille des élèves déficients et les place dans les mêmes conditions et dans les mêmes classes que les élèves qui sont en bonne santé. Il y a un avant et un après puisque les petits ne reçoivent plus les enseignements apprentissage dans des locaux et des espaces spartiates et délabrés. Les détails à Mbour avec Alunkan. Le directeur de l'école inclusive Demain Ensemble dit toute sa satisfaction de voir une école inclusive laissée à elle-même depuis sa création en 2010 disposer de ses propres locaux. On l'a créée en 2010, on n'avait que 9 élèves. Et quand j'entendais certains amis dire que dans notre école on a 50 élèves, des trucs comme ça, je rêvais, je me disais est-ce qu'un jour j'en aurai autant, surtout avec des enfants handicapés. Et aujourd'hui, voyez, nos voix sont exercées. Donc pour nous aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère. Parce que
Tout notre objectif, c'était de faire en sorte que l'éducation inclusive soit connue, mais surtout qu'on puisse la rendre pérenne. Et je crois qu'avoir une école de cette dimension-là, c'est déjà un acte majeur pour que l'éducation inclusive soit au Sénégal une réalité. Et je suis persuadé qu'au-delà de notre modeste école, elle va se transmettre dans toutes les écoles, dans le système éducatif sénégalais. L'école inclusive Demain Ensemble a fait ses preuves dans le système éducatif. Je vous disais que j'avais commencé avec 9 élèves en 2010. Aujourd'hui, j'en suis à 230 et c'est à cause de l'exécutif de nos locaux qu'on n'a pas pu prendre plus d'élèves. Mais on est sûr qu'on peut en prendre plus. Il y a d'abord des enfants qui ne sont pas handicapés du tout. Et vous avez également des enfants non-voyants. Vous avez des sourds-muets et des déficients intellectuels légers. Et quand je vous aurais dit que depuis qu'on a commencé, notre première promotion c'est en 2015, nous avons eu 100% d'admis au CFA à l'entrée en 6e, dont la meilleure élève du département était une non-voyante. Elle est aujourd'hui à Thiès, à l'université de Thiès. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence des autorités du ministère de l'Éducation nationale et de celles des partenaires français et américains. Et dans l'actualité judiciaire, on notera le procès en appel de Barthélémy Diaz, maire de Mermoz-Sacré-Cœur, qui a été renvoyé au 13 mai prochain pour la convocation des parties au procès. Barthélémy Diaz s'était présenté au tribunal ce matin, mais il n'a pas pris la parole. On rappelle qu'en décembre 2011, le lutteur Ndiaga Diouf a été mortellement atteint par balle lors d'une attaque de la mairie de Barthélémy Diaz, qui fut inculpé par la suite, jadis donc, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Le sommeil de la raison produit des monstres, c'est ce que nous avait dit le peintre Goya. L'homicide d'une fillette de 4 ans hier à Ziguinchor a choqué tout un chacun. On a tranché la gorge de la petite. Le directeur de la protection de l'enfant a réagi à cet événement par une condamnation. Il annonce aussi la mise en place de comités de veille pour accroître la vigilance quotidienne. Il faut espérer que cela ne soit pas qu'un simple sparadrap. On écoute son expression. Il est au téléphone de Mohamed Kandi. C'est d'abord une situation à déplorer, d'autant plus que l'enfant, du point de vue de son innocence et de sa vulnérabilité, doit être un être qui doit être protégé. Et donc, nous en appelons surtout à la responsabilité des parents qui doivent davantage redoubler de vigilance. Parce que c'est un phénomène souvent qui échappe à la vigilance du système. Malgré toutes les mesures de sécurité et de précaution que nous prenons de part et d'autre, y compris la sensibilisation sur la responsabilité parentale, mais également la sécurité qui est omniprésente dans nos villes. Il y a des choses qui se passent dans les maisons, dans l'intimité des maisons, des rues, que souvent personne ne peut maîtriser, personne ne peut prévoir. Nous avons des dispositifs de protection au niveau des quartiers, au niveau des départements, des communes. C'est des comités locaux pour la protection de l'enfant. Et donc, c'est des comités de veille et d'alerte qui souvent interpellent et même assurent la sécurité des enfants dans des situations de vulnérabilité. Ce sont des comités également qui procèdent régulièrement à des campagnes de sensibilisation à travers les médias, les radios communautaires surtout. Il y a des discussions, des débats qui se font et qui sensibilisent les parents sur leurs responsabilités, également sur la protection de l'enfant. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Il est aussi dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Chersal. En République démocratique du Congo, si selon ses collaborateurs, Félix Tshisekedi avait déclaré son patrimoine après son investiture en tant que président de la République, la lutte pour le changement en doute carrément et veut des preuves par une communication officielle et crédible. D'après son entourage, cité par les médias locaux, Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier, avait rempli la formalité aux dernières heures du délai, soit le 22 février. Il en est de même pour les proches de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui indique que ce dernier avait déclaré son patrimoine dans les 30 jours qui suivaient la fin de son mandat présidentiel. Seulement voilà, pour Tshisekedi et pour Kabila, la déclaration du patrimoine s'est vraisemblablement faite en toute discrétion.
Le gouvernement russe a annoncé sa démission quelques heures seulement après un discours dans lequel Vladimir Poutine a annoncé son intention d'organiser un référendum pour apporter des changements substantiels à la constitution russe. L'annonce a été faite en milieu d'après-midi ce mercredi au cours d'une allocution télévisée conjointe des deux hommes. Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev étaient assis côte à côte, le premier ministre démissionnaire légèrement crispé. C'est lui qui a annoncé sa décision en rappelant les changements constitutionnels détaillés par le président russe au cours de son discours devant le Parlement. Il s'agit d'un changement non seulement d'articles de la Constitution, mais de l'équilibre des forces entre le pouvoir législatif et exécutif, a ajouté Dmitri Medvedev. Dans son discours, Vladimir Poutine avait déclaré vouloir renforcer le rôle du Premier ministre et du Parlement au détriment de celui du président. Il avait également annoncé la tenue d'un référendum en vue de ces changements, sans préciser toutefois la date à laquelle serait organisé le vote. Aux côtés de Dmitri Medvedev, Vladimir Poutine a lui aussi brièvement pris la parole, remerciant l'homme qui a été son premier ministre durant 8 ans et qui a été également président de 2008 à 2012, le remerciant pour tout ce qui a été accompli durant ces années. Vladimir Poutine a proposé à Dmitri Medvedev de prendre le poste de chef adjoint du Conseil de sécurité russe, lui demandant toutefois de rester à son poste actuel le temps de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, le soldat américain est à danger. Demain, le soldat européen pourrait l'être aussi, a menacé le président iranien Hassan Rouhani ce mercredi après le déclenchement par les Européens d'un mécanisme de règlement des différends pour tenter de préserver l'accord sur le nucléaire iranien. Nouveau bras de fer diplomatique entre Iran et les Européens dans le dossier du nucléaire iranien. Paris, Londres et Berlin ont annoncé mercredi le déclenchement du mécanisme de règlement des différends prévu par l'accord signé en 2015, dont les États-Unis sont sortis unilatéralement en 2018. Objectif des Européens, contraindre l'Iran à revenir au respect de ses engagements. Les mécanismes peuvent conduire en théorie au rétablissement des sanctions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Mais la diplomatie européenne se défend de vouloir les rétablir. La réponse du président iranien Hassan Rouhani a adressé ce mercredi aux Européens une menace à peine voilée et c'est un euphémisme. Aujourd'hui, le soldat américain est en danger. Demain, le soldat européen pourrait l'être aussi, a déclaré le président iranien. Nous voulons la sécurité, nous ne voulons pas d'instabilité dans le monde. Nous voulons que vous, les Européens, quittiez cette région de manière sage et non pas par la guerre, a-t-il ajouté. En sport et sur tapis vert, c'est à croire que la CAF n'a pas de colonne vertébrale et fait constamment des zigzags. La Coupe d'Afrique des Nations de football fluctue au gré des saisons et des pays qui l'organisent. La prochaine phase finale de la CAN prévue au Cameroun se tiendra finalement du 9 janvier au 6 février 2021. Les autorités camerounaises et la CAF sont tombées d'accord sur les changements de date. Les pluies diluviennes en Afrique centrale ne sont pas du tout compatibles avec le football total qu'on aime voir. C'est donc la fin de cette édition. La météo va arriver dans un court instant et puis il y aura les inspirations du professeur philosophe avec ce soir l'évocation de Calix Beyala et puis ensuite il y aura également Kenou Askanui présenté par Soda Djakoumpa. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Petite et grande phrase à la fois de Talleyrand pour dire merci à toute l'équipe technique et à vous aussi qui avez l'amabilité de nous regarder tous les soirs. Merci et à demain. Au revoir.